trentaine d'années sur les évolutions des sociétés contemporaines en liaison directe avec l'analyse du processus d'urbanisation généralisée de ces sociétés. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment les sociétés contemporaines changent, évoluent à toutes leurs échelles, de l'individu à la planète, en raison de quelque chose que je considère comme un bouleversement anthropologique majeur, qu'on appelle donc l'urbanisation généralisée du monde. Et on fait le pari que cette urbanisation n'est pas simplement un mouvement statistique ou démographique qui consiste à analyser le déplacement d'habitants des campagnes vers les villes, mais que l'urbanisation est un bouleversement anthropologique de grande ampleur, une révolution comparable pratiquement à la révolution néolithique ou à la révolution industrielle, dans les conséquences que ça peut avoir, et une révolution qui s'explique d'abord parce que l'urbanisation, c'est quelque chose qui procède d'un changement des genres de vie et de la façon dont les sociétés s'organisent. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ces nouveaux genres de vie des individus en société et les effets que cela a sur l'organisation des sociétés et surtout des espaces de vie, puisque en tant que géographe, je m'intéresse plutôt aux sociétés en tant qu'elles construisent des espaces de cohabitation, et ce sont ces espaces de cohabitation que j'essaie d'étudier de la façon la plus précise possible. Et il se trouve que quand on fait ce type de travail, qui m'a permis de publier toute une série de livres assez généraux sur cette question-là depuis une quinzaine d'années, quand on fait ce travail, on tombe immédiatement sur le fait que la problématique de la mobilité est absolument décisive. C'est-à-dire qu'on ne peut plus penser le social sans penser la mobilité pour ce qu'elle est, c'est-à-dire bien plus que ce qu'on croyait qu'elle était il y a 40 ans ou il y a 30 ans, quand moi j'ai commencé mes études dans les années 70. On abordait les questions de mobilité de façon très restrictive. D'ailleurs, le mot n'existait pas dans les sciences sociales, francophones en tout cas. Le mot n'existait pas. Par exemple, moi, je n'ai jamais fait de géographie de la mobilité durant mes études. Il a fallu que j'attende les années 90 pour découvrir le mot mobilité. D'ailleurs, on a évoqué tout à l'heure Georges Amar. Voilà, ce sont fait partie des gens qui ont été médiateurs de toute une série de travaux que je vais rapidement évoquer ensuite. On parlait de géographie des transports. On parlait de sociologie des déplacements. On analysait cette géographie des transports mode par mode. Géographie des transports maritimes, géographie des transports aériens, géographie des transports collectifs, géographie des transports automobiles. Et puis, à la fin des années 70, on commençait à avoir des gens qui disaient « Tiens, mais il y a quelque chose autour de la transmission de l'information qui est en train d'arriver, quelque chose qu'on a appelé ensuite les nouvelles technologies d'information et de communication, qui sont d'ailleurs restées nouvelles en France jusqu'aux années 2010. Drôle de nouveauté qui a duré 40 ans. Bon, maintenant, il semblerait que ça soit passé de mode. On entend encore quelques vieillards Kakoshim au Sénat qui parlent de NPIC, mais dans l'ensemble, tout le monde a compris que ces technologies n'étaient plus nouvelles. Mais on avait donc une approche qui était fonctionnelle, matérielle, sectorielle. Fonctionnelle parce que ce qui était intéressant, c'était une fonction qui était mise en place et réalisée par des opérateurs fonctionnels. Et cette fonction était plus importante que tout, puisqu'elle agissait sur l'entité qui était déplacée. Ce n'était pas très intéressant de savoir ce qu'on transportait, puisque ce qu'on transportait, ça pouvait être du vrac, de l'objet ou de la personne. Ce qui était important, c'était la fonction organisatrice. Donc on avait une approche qui était fonctionnelle, mais une approche aussi qui était matérielle, au sens où ce qui était essentiel, c'était la mise en œuvre physique du déplacement. Ce qui permettait, en gros, à travers un équipement fonctionnel des sociétés et des espaces, et à travers les ingénieries qui vont avec, et la réflexion sur les modes de financement aussi qui vont avec, de savoir comment on réalisait matériellement une séquence de déplacement d'un point A à un point B. Et cette approche fonctionnelle et matérielle, elle a été extrêmement prégnante. On peut même dire qu'elle a défini la culture de base de la plupart et des opérateurs du transport pendant très longtemps, et pendant très longtemps des entreprises de transport. Ça change depuis maintenant une vingtaine ou une trentaine d'années. Et je crois qu'il a été évoqué précédemment que même si ça changeait très lentement
en tout cas dans certains compartiments des activités des grandes organisations fonctionnelles du transport. Et puis, cette approche fonctionnelle et matérielle, elle a aussi, dans une certaine mesure, pendant longtemps, surdéterminé la façon dont les institutions politiques ont envisagé la problématique du transport, comme une problématique d'équipement. Finalement, comme une problématique où si l'on équipait convenablement, plus rien n'était un problème. Cette problématique est restée dominante pendant très longtemps. Pour avoir présidé le conseil scientifique de l'opération Un Paris pour le Grand Paris, avec Paul Chemtov, qui a abouti à la création de la Société du Grand Paris et à la mise en place, en particulier du projet de transport, on s'aperçoit à quel point la problématique d'équipement du territoire parisien a été décisive. Jusque d'ailleurs la manière dont on a conçu l'accrochage de ces nouvelles lignes de transport en commun sur des gares et sur de la valorisation foncière. On est là dans l'urbanisme du XIXe siècle, dans sa conception même. Un espace qu'il faut desservir, il faut que les entités d'un stock circulent au mieux. Ces entités en elles-mêmes, elles sont neutres, elles doivent être agiles, elles doivent être bougées le plus efficacement possible. Et comme il a été dit tout à l'heure, comme elles sont chiantes, il faut de préférence qu'elles se taisent. Donc pour ça, on va essayer de faire en sorte qu'elles soient satisfaites. Et puis, pour solvabiliser le tout, on valorise l'équipement du territoire et la production de valeur ajoutée foncière et immobilière, qui est jusque maintenant le réflexe premier des grandes institutions et de la plupart des grandes entreprises lorsqu'il s'agit de réfléchir à la production de valeur urbaine. C'est-à-dire, nous avons encore des cadres de réflexion là qui sont des cadres haussmanniens. C'est un peu comme si nous voulions aujourd'hui, je ne sais pas, nous traiter une maladie grave avec la médecine de Claude Bernard. Ça ne marcherait plus tout à fait bien. Et bien, nous en sommes là pourtant en matière d'urbanisme et nous avons collectivement, en tout cas un certain nombre d'opérateurs, encore beaucoup de retard et nous n'avons pas complètement pris en compte un certain nombre d'évolutions. Alors, le discours qui vient de vous être proposé montre, à contrario, que ça n'est pas une règle générale. Il y a déjà des opérateurs qui se sont saisis de ça. En particulier, il faut reconnaître que la RATP a été sans doute le premier opérateur français de transport public à justement ne plus se penser comme un opérateur de transport exclusivement, notamment à travers le travail de Georges Amar, Edith Orgon, enfin François Hacher, Isaac Joseph, enfin tous les gens qui ont été embarqués par la RATP dans la réflexion sur qu'est-ce que c'est que penser le transport comme n'étant pas simplement du transport, mais autre chose. Mais globalement, les institutions politiques et bon nombre d'opérateurs urbains restent très en retard et très timorés par rapport à ce que l'on pourrait faire. Et on va donner quelques exemples ensuite. Le grand mouvement, le grand déplacement paradigmatique vient du monde anglophone. Dans les années 70-80, des spécialistes de sciences sociales commencent à se poser une question qui est très simple en apparence, mais qui est en fait redoutable. Et s'il fallait considérer non pas tellement le déplacement comme quelque chose de fonctionnel et de matériel, mais plutôt le mouvement comme un fait social global qui permet de repenser l'intégralité de la société et de comprendre à quel point les sociétés contemporaines sont en train d'évoluer par rapport aux sociétés anciennes. Et c'est le point de départ de la constitution d'un grand courant des sciences sociales qui s'appelle les Mobility Studies, les études mobilitaires. Et ce grand courant des sciences sociales, dans les années 70-80, puis surtout 90-2000, va faire passer les sciences sociales de l'étude du transport et du déplacement à l'étude des mobilités et des mouvements. C'est-à-dire que les Mobility Studies partent de l'idée que pour comprendre les sociétés contemporaines, il faut comprendre, là je reprends le titre d'un livre qui suit un colloque de Cerisy auquel la RATP avait d'ailleurs été associée via François Hacher, qui s'appelle « Les sens du mouvement ». Pour comprendre une société, il faut comprendre les sens du mouvement à l'œuvre dans une société donnée. Et quand vous entendez l'expression « sens du mouvement », il faut évidemment beaucoup plus comprendre l'acception du mot « sens » comme signification, beaucoup plus que comme direction. Donc il s'agit d'essayer de comprendre comment le mouvement, paradoxalement, n'est pas
la résultante de forces sociales et économiques qui seraient principales, mais la puissance organisatrice de l'ensemble de la société et de la vie humaine. Le pari des Mobility Studies, qui est assez fort, hein, c'est un programme scientifique fort, c'est de dire l'ensemble de la vie sociale et de la vie humaine est désormais pensable à travers le mouvement. Plus exactement, à travers toutes les manières qu'ont les individus en société de rechercher le mouvement, réaliser le mouvement, penser le mouvement, rêver le mouvement, que sais-je. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'avec une approche comme celle des Mobility Studies, on sort de l'approche purement fonctionnelle. Le mouvement n'est pas le déplacement, n'est pas la fonction de déplacement. Le mouvement, c'est tout ce qui caractérise la moindre réalité sociale, j'allais dire presque du virus à l'échelle globale, parce qu'il y a aujourd'hui des spécialistes de Mobility Studies qui étudient avec les spécialistes de sciences de la santé les déplacements épidémiques comme des mouvements de réalité sociale. Parce qu'un virus qui se déplace, ben finalement on peut le penser comme une réalité sociale en mouvement et qui, en raison même de ce mouvement, produit de l'effet sur l'ensemble des espaces qu'il traverse et des entités qu'il rencontre. Il suffit d'être pris dans une épidémie de grippe pour s'en apercevoir. Et on n'a même pas besoin d'aller jusqu'à la grippe d'ailleurs. Donc, de la plus petite entité jusqu'au méga-mouvement qui concerne le monde entier, nous ne sommes pas simplement dans la fonction, nous sommes dans la façon dont le mouvement travaille la société de fond en comble. Et ce travail de la société de fond en comble n'est pas uniquement un travail matériel. Ça n'est pas uniquement un travail matériel, ça ne produit pas simplement de l'organisation concrète, matérielle des espaces. C'est aussi, si je puis dire, un travail culturel, idéal. Parce que le mouvement est devenu une culture, au sens anthropologique du terme. Hein, je vous rappelle que la culture, au sens anthropologique, c'est l'ensemble des relations mentales et intellectuelles et pratiques qu'un groupe humain entretient avec son environnement pour donner sens à cet environnement et à la façon dont il l'occupe. Donc dire que le mouvement est une culture, ça signifie que pour chacun d'entre nous, notre relation à notre environnement et à notre vie ne peut pas se concevoir sans le mouvement. C'est-à-dire que sans mouvement, nous sommes des êtres humains défectueux, désormais. L'absence du mouvement, être privé de mouvement, peut être même considéré comme une atteinte à notre liberté, à notre existence. D'ailleurs, ça n'est pas pour rien que les tenants des Mobility Studies, et en particulier un Français très cher au cœur de beaucoup de ceux qui ont travaillé sur ces questions, qui est malheureusement mort depuis maintenant quelques années, François Hacher, avait milité pour celui qui a créé avec Peugeot l'Institut de la Ville en Mouvement, hein, avait milité, fait partie des militants pour inscrire le droit à la mobilité comme un droit imprescriptible et sacré de l'être humain. Au même titre que la liberté de penser, la liberté de conscience, la non-discrimination, la liberté de mouvement apparaîtrait comme un droit imprescriptible et sacré. Et d'ailleurs, à l'inverse, quand nous voyons des populations entières privées de capacité de se mouvoir, ne sommes-nous pas très souvent devant des cas d'aliénation des libertés? C'est une pause que de dire qu'on aime ne pas se déplacer. C'est en ce sens que le slow n'est pas l'opposé du speed. Hein, les mouvements du slow, les mouvements de ralentissement, même les mouvements d'immobilisation, ne sont pas en fait des mouvements de sortie de la culture du mouvement, mais sont des expressions d'une nouvelle modalité du rapport au mouvement. Parce qu'aujourd'hui, se permettre d'être immobile, c'est un luxe que beaucoup n'ont pas. Et la pulsion migratoire que nous connaissons aujourd'hui est une manière aussi de prouver l'importance de se mouvoir pour des individus qui sont dans des situations où ils peuvent avoir l'impression qu'on entrave ce mouvement. Donc, vous voyez, l'idée du mouvement comme culture est une idée très forte, parce que c'est quelque chose qui renvoie au fait que travailler le mouvement, ça n'est pas simplement travailler une fonction et son organisation matérielle,
c'est prendre position pour observer une culture, c'est donc travailler sur une culture au sens anthropologique, c'est-à-dire c'est faire de l'anthropologie pratique. Et mesdames, messieurs, organiser des réseaux, c'est difficile, mais nous avons des ingénieries pour ça, qui sont d'ailleurs, il faut le reconnaître, relativement efficaces. Quand je dis relativement, ce n'est pas du tout une nuance péjorative. Elles sont relativement efficaces, elles ont des limites comme toutes, mais globalement, les ingénieries des réseaux mobilitaires, elles sont plutôt impressionnantes et elles se développent de plus en plus. Prendre pied au cœur des cultures d'individus, c'est autre chose. Vous l'avez évoqué, monsieur, tout à l'heure, lorsque vous parliez de la façon dont les opérateurs de réseau pouvaient vivre le drame, lorsqu'on leur dit « mais le voyageur en sait autant que vous ». Pourquoi ? Parce que le voyageur est l'expert de sa propre anthropologie. Parce que quand il parle d'une culture. Et c'est très difficile d'invalider une culture idiosyncrasique. C'est très difficile d'aller voir quelqu'un et lui dire « vous n'êtes nul, vous ne comprenez pas ce que vous faites ». C'est pratiquement plus possible aujourd'hui. C'était possible dans les sociétés disciplinaires de jadis. Faut-il le regretter? Je ne le pense pas. C'était possible dans les sociétés patriarcales. C'était possible dans les sociétés où il était facile d'aller voir des individus et de leur dire « vous devez penser comme ça ». Vous devez penser comme ça parce que vous êtes une femme. Vous devez penser comme ça parce que vous êtes un ouvrier. Vous devez penser comme ça parce que vous êtes un immigré. Vous devez penser comme ça parce que vous êtes un usager de ma ligne 13. Et moi, je suis le gestionnaire de la ligne 13, donc je sais. 13 RATP, hein, je prends un exemple de ligne qui parfois pose question. C'est très difficile aujourd'hui parce que, en même temps que les sociétés s'urbanisaient, le mouvement d'individualisation des mœurs se parachevait. Un mouvement d'individualisation des mœurs se parachevait. Ce mouvement d'individualisation des mœurs, qui a été analysé très tôt par un immense ethnologue, sociologue et philosophe allemand qui s'appelle Norbert Elias, qui a écrit en particulier un livre magnifique qui s'appelle « La société des individus », qui est le premier peut-être à avoir compris à quel point, depuis le XVIIIe siècle, un processus s'était enclenché, le XVIIIe siècle au moins, vraisemblablement d'ailleurs un peu avant, depuis ce qu'il appelait lui la mise en place de la société de cour, au XVIIe en France, s'était enclenché une dynamique irrépressible, et qui n'est pas tout à fait terminée, d'individualisation des sociétés. C'est-à-dire une dynamique qui consiste, pour chaque sujet, pour chaque personne, de se reconnaître comme individu, souverain, libre de ses choix, de ses désirs, de ses goûts. Ça a mis du temps, bien sûr, et on ne peut pas dire que ça soit complètement terminé. Dans toutes les sociétés, ça n'est pas complètement terminé. Mais même d'ailleurs, remarquons, dans les sociétés qu'on appelle les sociétés holistes, c'est-à-dire les sociétés qui sont encore très marquées par des idéologies collectives extrêmement prégnantes, ce désir d'individualité existe. Ceux d'entre vous qui ont voyagé, par exemple, en Iran, ont sans doute été frappés par le fait que dans cette société qui est très marquée par l'idéologie collective, en fait, les individus existent et sont prompts à rappeler leur existence et demandent d'exister. Partout, les individus ont besoin d'exister, entendent exister. C'est d'ailleurs très utile de comprendre ça lorsqu'on veut analyser le social. Ça évite de faire un certain nombre d'erreurs. Ce processus d'individualisation, qui est encore en cours, il a absolument subverti tous les cadres. Parce qu'à proprement parler, la désintermédiation dont vous parliez, monsieur, n'est pas la cause dont l'individualisation serait l'effet. La désintermédiation est une sorte de conséquence inéluctable du processus d'individualisation. Le processus d'individualisation des sociétés pousse au bouleversement des intermédiaires. Alors, y a-t-il complètement désintermédiarisation? C'est une vraie question. Moi, je ne le pense pas, parce que je pense que Google, en fait, et Uber sont des intermédiaires, sauf que ce sont des intermédiaires 6.0, c'est-à-dire ce sont des intermédiaires qui ont comme caractéristique d'être capables de se rendre transparents. Plus exactement, non pas transparents, mais qui sont passés maîtres dans l'art de la naturalisation de leurs fonctions. Et de ce point de vue-là, ils sont très différents des opérateurs de réseau technique qui, eux, avaient plutôt une culture qui tendait
à être une apologie de la maîtrise technique et de la maîtrise de l'intermédiaire technique. Un très bon opérateur de réseau, c'était un opérateur de réseau qui était capable de montrer sa maîtrise technique. Vous voyez ce que je veux dire? Qui était capable de montrer son matos. C'est un peu comme si vous faites du tuning en automobile. Si vous êtes discret, vous êtes nul. Il faut montrer le matériel. On est dans la monstration de la flotte, du bateau, le plus gros bateau du monde, le train le plus rapide, le système le plus perfectionné. Google, Apple, Amazon, ils rendent transparence là. Ils vous disent, ça n'est pas votre problème. Nous nous chargeons de l'intermédiation. Ayez confiance, c'est-à-dire il y a une forme de naturalisation qui est absolument extraordinaire. Il y a un livre qui a été écrit par une philosophe qui s'appelle Google Moi, qui est un livre assez intéressant où elle montrait, d'ailleurs le mot existe maintenant en anglais, on dit to Googleize, ça veut dire, c'est même passé comme un adjectif, quand on veut définir quelqu'un qui se présente comme une sorte de Dieu. Donc il y a une sorte d'intermédiation d'un nouveau style qui est en train de se faire, et les GAFA ont compris quelque chose, c'est que l'intermédiation devait changer en raison de l'individualisation. C'est-à-dire qu'en fait, je pense même que le top-down et le bottom-up est aujourd'hui un schéma qui est complètement ruiné par l'individualisation. C'est-à-dire qu'en fait, la question ne devrait plus se poser, puisqu'il n'y a plus de haut, il n'y a plus de bas, à vrai dire. Il y a des individus qui affirment leur souveraineté dans des relations de plus en plus rhizomatiques entre d'autres types d'entités individuelles qui revendiquent le même type de souveraineté. Donc il y a des conflits de souveraineté et des conflits d'interprétation qui deviennent de plus en plus nombreux. Dans les années 70-80, un philosophe français, trop oublié, qui a été très célèbre, s'appelle Jean-François Lyotard, il est mort depuis une petite vingtaine d'années, avait essayé de définir ce qu'il appelait la postmodernité. Et il disait, finalement, la postmodernité, donc le monde qu'on est en train de vivre, c'est la fin des grands récits. C'est la fin de la période où quelques institutions étaient capables de raconter une histoire que tout le monde écoutait, voire que tout le monde croyait. La RATP était capable de raconter une histoire. Vous parliez, monsieur, tout à l'heure de la SNCF. La SNCF était capable de raconter l'histoire du meilleur réseau du monde, de la compagnie qui n'était jamais en retard, qui n'avait jamais d'incident, qui avait une éthique. L'autre jour, j'arrive à Marseille, le contrôleur dit « Nous arrivons à Marseille, petite pause, à l'heure prévue », et le wagon applaudit. Ça dit ça. Alors là, pour quelqu'un qui est des sciences sociales, ça en dit long quand même. D'abord de la capacité ironique des acteurs sociaux, et puis ensuite, c'est d'ailleurs un des problèmes de la société contemporaine, c'est que les acteurs deviennent de plus en plus réflexifs et de plus en plus ironiques. Parce qu'avoir des individus souverains, c'est déjà chiant, n'est-ce pas? Mais avoir des individus réflexifs, c'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus capables de parler sur eux, même d'ailleurs jusqu'à la nausée, c'est encore plus chiant. Et certains s'équipent beaucoup pour cette réflexivité. On a des gens qui sont rudement trapus aujourd'hui pour parler d'eux et de leurs actions et des conséquences de leurs actions. Ça, de ce point de vue-là, le niveau ne baisse pas. Et puis troisièmement, ils sont souvent de plus en plus caustiques et ironiques. C'est-à-dire, ils manient l'ironie comme une arme de destruction massive. Ça se voit sur les réseaux sociaux, c'est ce que je dis. Alors évidemment, c'est parfois le meilleur, souvent le pire, mais après tout, il ne faut pas trop faire le tri, il faut regarder, et l'ironie devient une arme sociale. Ça devient une arme sociale très redoutable. Donc, les individus aujourd'hui sont dans des relations d'horizontalité, et l'époque où une institution était capable de raconter la grande histoire que tout le monde allait croire, cette époque a quand même du plomb dans l'aile. Même s'il y a de beaux restes, les religions ont de beaux restes. D'ailleurs, je pense que la fin des grands récits est quelque chose qui trouble beaucoup un certain nombre d'individus, parce que c'est très inconfortable finalement de ne pas avoir de grands récits auxquels croire. C'est pour ça que le conspirationnisme a aussi tant de vigueur. On continue de vouloir écouter des histoires, sauf que
la façon dont on écoute les histoires n'est plus la même. Et Lyotard disait, la fin des grands récits, ce n'est pas la fin des récits, c'est plutôt la multiplication des récits. Nous n'avons jamais eu autant d'histoires à écouter qu'aujourd'hui. C'est d'ailleurs notre drame. C'est que là, pendant 2 jours, si vous avez 15 personnes qui interviennent, vous allez avoir 15 histoires différentes. Non convergentes, pour certaines d'entre elles. Qui faut-il croire? Comment organiser les systèmes d'interlocution litigieux, ou les systèmes litigieux d'interlocution différentielle, qui permettent de se frayer un chemin à travers toutes les histoires différentes que chaque acteur souverain est capable de raconter. Donc vous prenez un comité d'usagers de la ligne 13, ben vous allez avoir des milliers d'histoires sur la ligne 13. Qu'est-ce que vous faites de ça? Ben vous ne pouvez pas faire simplement un questionnaire. Parce que vous allez être dans le différent absolu. Et vous allez immédiatement d'ailleurs tomber sur un problème majeur que vous évoquiez dans votre échange, madame, monsieur, tout à l'heure, qui est un problème politique, parce qu'en fait tout ça a des conséquences politiques très lourdes, c'est que beaucoup d'acteurs politiques et d'institutions de réseau essayent de trouver le consensus, alors qu'il faut rechercher le dissensus. Une des clés qui est la plus difficile aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus faire de négociation en essayant de mettre les gens d'accord. Il faut plutôt essayer de mettre en signification les désaccords. C'est évidemment quelque chose qui est très compliqué, puisque nous vivons avec le mythe de la politique fondée sur l'accord. Nous avons oublié que la politique, c'est d'abord quelque chose qui est fondé sur la mésentente. Les sociétés politiques sont des sociétés de mésentente. Les sociétés totalitaires sont des sociétés de consensus. C'est pour ça que la démocratie, c'est plus difficile que la dictature. Parce que la démocratie, il faut accepter que l'autre ne soit pas d'accord avec vous, et c'est chiant. Les réseaux deviendront matures le jour où ils seront capables d'avoir un parlement des mobiles. Moi, je propose depuis longtemps des parlements des mobilités. Un parlement des mobiles, d'ailleurs, plus que des mobilités, des entités mobiles, dans lesquelles la culture de la mésentente sera centrale. Alors, évidemment, c'est plus facile à dire dans ma position qu'à faire dans d'autres positions. Mais là, chacun sa merde, hein, donc c'est logique. Hein, moi, je reste à la mienne pour l'instant. Mais je crois que c'est extrêmement important de rappeler ça. Alors, 5 minutes. J'ai 5 minutes encore. Dans ce cadre-là, des géographes comme moi essayons de travailler à une idée qui nous permet d'essayer aussi de discuter parfois avec les opérateurs de réseau. Donc j'ai fait un petit travail avec le Citral au moment du plan de déplacement urbain pour essayer de travailler sur ces questions-là. Et de dire, mais finalement, une des façons d'aborder les problèmes que vous avez à vous poser dans une société urbanisée à toutes les échelles, de l'échelle du corps à l'échelle du monde, les sociétés sont toutes urbanisées. Dans des sociétés marquées par la mobilité à toutes les échelles, et la culture de la mobilité à toutes les échelles. Dans des sociétés marquées par l'individualisation à toutes les échelles, avec tout ce que ça comporte. Et il y aurait d'autres événements, mais je n'ai pas le temps. Comment essayer de se rattraper aux branches et comment essayer malgré tout de poursuivre un travail qui est un travail important, qui est le travail de réflexion sur la façon dont on peut proposer aux sociétés des manières d'envisager les mobilités qui soient efficaces, peu coûteuses, garantissent la justice spatiale, la justice sociale, non excluante, épanouissante. Et je propose de rentrer par 2 choses. D'abord, par le fait de considérer que toute action mobilitaire peut être pensée comme une expérience anthropologique, individuelle et sociale en même temps. Donc, développer ce qu'on appelle le paradigme expérientiel. Quelqu'un qui se meut n'est pas quelqu'un qui se déplace, mais quelqu'un qui réalise une expérience. Cette expérience, c'est à la fois une expérience corporelle,
qui engage le corps. Et ça, c'est quelque chose de très bouleversant et en même temps de très compliqué. Tous les grands opérateurs de mouvement le savent. C'est quelque chose de très, très, très difficile en même temps, très stimulant, qui est d'essayer de repenser à l'individu mobile comme étant aussi un corps sensible, un corps affecté. Vous voyez ce que je veux dire? Et évidemment, ça renvoie aux premiers travaux, là aussi lancés souvent par la RATP, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, sur les ambiances, sur les environnements sensibles, sur la sensorialité. Mais on va maintenant beaucoup plus loin, puisqu'on travaille sur l'affectivité, sur l'affection. Donc, c'est une expérience du corps. L'individu, on ne peut pas le penser si on escamote une partie de son individualité qui est la corporéité. Comment voulez-vous faire des sciences sociales sans penser la corporéité? Vous savez, aujourd'hui, les sciences sociales réinvestissent tout ce qu'elles avaient tendance à considérer comme en dehors de leur sujet. Le corps, regardez Bernard Lahire, lyonnais, qui vient de sortir un très beau livre sur l'interprétation sociologique des rêves. Donc on aborde la question de la psyché. Comment pourrait-on penser l'individu dans la société si on mettait de côté des choses aussi importantes que son corps? C'est donc une expérience psycho-affective, aussi, c'est une expérience psychologique. Autrement, on ne parlerait d'ailleurs pas de stress mobilitaire. N'est-ce pas? On ne parlerait pas d'expérience difficile. Ce stress mobilitaire, je ne parle pas simplement là des voyageurs, je parle aussi des employés, bien sûr. Hein, vous y avez fait allusion tout à l'heure en parlant des régulateurs. Il y a évidemment quelque chose qui est à prendre en compte. Les régulateurs sont des êtres humains aussi. C'est une expérience cognitive. C'est une expérience où l'on injecte des choses qu'on a apprises, mais c'est une expérience aussi où possiblement on apprend des choses. Peut-on considérer l'expérience humaine comme un processus d'apprentissage continu? Vraie question qui intéresse Erasme, qui m'intéresse moi aussi en tant que géographe, c'est-à-dire l'espace est-il, l'expérience spatiale est-elle une expérience apprenante? Je crois que oui, mais de l'apprentissage qui n'est pas de l'apprentissage forcément au sens scolaire, qui peut être l'apprentissage non formel, mais qui est cet apprentissage peut-être de la vie tout simplement. Cette expérience, c'est aussi une expérience sociale, parce qu'elle nous expose, moi égaux, à des alter-égaux. Et la relation ego-alter-ego, il n'y a pas pire, il n'y a pas mieux, mais il n'y a pas pire. Il n'y a pas mieux. Emmanuel Kant, 1783, dans sa Paix perpétuelle, disait « L'homme est voué à l'insociable sociabilité ». On déteste autrui. On veut la relation et on exècre la relation. On recherche le contact et on fuit le contact. C'est ça notre vie au quotidien. Donc, c'est une expérience sociale, mais c'est aussi une expérience politique. Parce que je suis confronté aux régulations, je suis confronté aux normes, je suis confronté à l'ordre, je suis confronté à la discipline, je suis confronté aux arrêts, je suis confronté aux arbitrages. Bon, c'est une expérience économique, etc., etc. Et je pense que c'est quelque chose de très important que d'accepter d'observer l'activité humaine comme une expérience. Ça n'a l'air de rien, mais ça change beaucoup la façon de considérer les choses, parce que vous n'avez plus un sujet qui est agi par des circonstances. Vous avez un acteur d'expérience qui dispose d'un environnement configuré de telle manière et qui est capable, dispositionnellement, en quelque sorte, d'activer telle ou telle chose. Et puis la deuxième entrée, et je m'arrête là, c'est d'essayer de comprendre comment, à travers cette expérience spatiale, l'individu met en lien en fait trois dimensions de son existence. Des ancrages. Bon, ça c'est ce que j'explique dans mon dernier bouquin Hyperlieu, je fais un peu de réclame, qui est apparu l'année dernière au Seuil. Donc des ancrages. Tout individu a besoin d'endroits où s'ancrer, d'endroits où se stabiliser. Nous ne vivons pas sans lieu, nous ne vivons pas sans ancrage. Si nous avions le temps, nous pourrions faire, ce serait intéressant de le faire d'ailleurs, un test où on vous demanderait à chacun d'entre vous de placer les ancrages de vos vies. Voilà.
Vous avez des ancrages. Et ces ancrages ne sont pas simplement des espaces, ces ancrages sont des espaces-temps. Parce que pour vous, un ancrage, c'est peut-être la maison de votre grand-père ou de votre grand-mère que vous n'avez plus vue depuis 60 ans, 40 ans, mais ou que vous n'avez même jamais connue, mais dont on vous a parlé. C'est comme ça qu'il y a des mémoires transgénérationnelles, des ancrages aux lieux qui se transmettent de génération en génération. D'ailleurs, autrement, on ne peut pas comprendre comment il y a des effets de terre promise pour des sociétés et des peuples entiers. Beaucoup de ceux qui font la migration vers Israël n'ont jamais vécu en Israël. Leur ancrage est transgénérationnel, c'est un ancrage qui passe par le récit. C'est un ancrage qui passe par la mythologie. N'est-ce pas? L'ancrage n'est pas simplement quelque chose où on a mis le pied. Ça peut être aussi un point d'espace-temps qui vous définit. Donc, on fait vivre dans l'expérience la relation entre des ancrages, des mouvements, on bouge tout le temps, et des connexions. Et parmi ces connexions, les connexions numériques prennent évidemment de plus en plus d'importance. L'intérêt de cette approche, c'est que l'on peut montrer assez facilement que cette expérience est donc ce que j'appelle une expérience d'hyperspatialité. C'est-à-dire l'expérience mobilitaire est une expérience qui n'est jamais seulement immanente. Il y a ce qu'on appelle un plan d'immanence, hein, c'est-à-dire quelque chose qui est ici et maintenant. Mais l'expérience spatiale, parce qu'elle conjugue des ancrages, des connexions et des mouvements, elle est à la fois dotée de ce plan d'immanence, mais elle nous relie aussi à quelque chose qui est plus de l'ordre de la transcendance, une transcendance temporelle et historique, parce qu'on n'est jamais dans une expérience seulement dans cette expérience-là, il y a toujours un avant et un après, l'espace est toujours de l'espace-temps. Et dites donc, ça c'est un sacré thème que de travailler sur les mémoires de mouvement quand on est opérateur de réseau. Hein. Ça c'est très très compliqué et très intéressant. Et puis, il y a une transcendance qui est une transcendance spatiale, parce que grâce à la connexion notamment, on est toujours aussi en lien avec des espaces qui vous débordent. On n'est jamais seulement là où on est. On est tout à la fois authentiquement là où on est et ailleurs. Grâce en particulier à l'hyperspatialité. D'ailleurs, si vous sortez un téléphone mobile, ça vous arrive à tous, et que vous commencez à aller chercher quelque chose sur un réseau, ou à répondre à un mail, ou à un SMS, vous êtes ailleurs. Et vous êtes en même temps pleinement là. Moi, je ne dis pas que vous êtes distrait. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on est dans l'ordre de la distraction et je n'aime pas le jugement moral sur les pratiques sociales. En tout cas, ce n'est pas mon travail. Je ne sais pas si c'est bien ou mal. Ce que je constate, c'est que ça existe. Et que c'est maintenant une dimension de l'expérience. Je vais faire cours là dans une demi-heure ou dans une heure devant les étudiants. Plus aucun ne prend une note en papier. Plus aucun. À l'école normale, plus personne ne prend de notes sur un carnet. Ils sont tous avec un ordinateur. Donc, je ne vais pas passer derrière eux à chaque fois pour regarder s'ils sont en train de visionner Engrenage saison 6 ou m'écouter. Peut-être qu'ils visionnent Engrenage saison 6. Et alors, en revanche, je me sers de ça maintenant pour essayer de créer une autre relation d'écoute avec eux. Par exemple, je n'utilise plus du tout de la même manière les diaporamas. Je ne fais plus de photocopies. Vous voyez, on entretient un autre type de relation parce qu'on part de l'idée qu'on est pleinement là et en même temps, potentiellement, en train de gérer ces connexions. C'est très compliqué, hein, évidemment, parce que ça bouleverse là aussi complètement les institutions qui ont plutôt tendance à être fixes et rigides, beaucoup plus que souples et mobiles. Voilà, quelques mots, vous voyez, tout à trac, il n'y a pas de volonté de cadrer plus les choses que ça, mais la consigne, c'était d'essayer de vous donner quelques idées générales sur la façon dont, je crois, en tant que spécialiste des sciences sociales, les choses changent. Et évidemment, ça veut dire que de mon point de vue, mais je crois que c'est ce que vous avez exprimé, monsieur, d'une manière très directe et très franche, il faut admettre que tous les métiers passent à la moulinette de ces changements-là. Il n'y en a pas un qui résistera. Il vaudrait peut-être mieux d'ailleurs l'anticiper. Il y en a encore pas mal qui résistent, mais je crois que c'est vain de le croire, qu'on pourra continuer de pratiquer les métiers à l'ancienne. Tous les métiers sont en train de passer à la moulinette.
Et je crois que ça n'est que le début. Voilà, merci de votre attention. Si je peux me permettre, j'ai une question voilà, très rapide. Vous devez bien avoir... déjà, merci beaucoup, c'était passionnant. Vous devez bien avoir une idée de l'évolution justement de cette société. Allez, à 10 ans. À 10 ans, comment on sera tous? Parce qu'il y a tellement, il y a ce mouvement qui évolue constamment, le numérique passe par là. Vous dites, bon, il y a tellement de choses qui sont en train de bouger. Et ça impacte énormément forcément toutes les personnes qui travaillent sur la mobilité en général. Et vous avez une idée de comment on va être dans 10 ans? Quels seront les grands mouvements qui vont bouleverser? Alors, là-dessus, j'aurais tendance à répondre 3 choses. Un, je préfère ne pas avoir trop d'idées, parce que les idées que j'ai eues il y a 20 ans, elles étaient tellement fausses que je suis assez effrayé dans la perspective d'en redonner qui seraient aussi fausses. Je vais vous expliquer très clairement pourquoi. J'ai fait partie dans les années 90, avec des gens dont j'ai parlé tout à l'heure, d'un groupe de réflexion prospective sur l'impact des nouvelles technologies d'information et de communication sur la vie sociale. On s'est réunis pendant 2 ans avec des gens de France Télécom, des universitaires, des têtes d'œufs, etc., et Doctement. Et on a, c'était 92-93, et on a dit, bon, oui, il y a des choses qui changent, le transfert des données, on commençait à entrevoir les données massives, mais on s'est dit, mais en revanche, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que jamais il n'y aura démocratisation rapide des moyens de communication mobile. C'est trop lourd, technologiquement, il n'y a pas d'usage, etc. Bravo les mecs. Il y avait que des mecs. Hein. Bravo, ça c'est fort. C'est-à-dire que c'est le contraire qui s'est produit. Vous savez, 2017, c'était les 10 ans du smartphone. 10 ans seulement. Quand on a des adolescents face à soi et qu'on leur dit, mais en 2005, le smartphone n'existait pas. Ils vous regardent. Hein? L'autre jour, un petit-fils qui a 10 ans tombe sur un vieux poste en bakélite. Il s'est demandé ce que c'était ce machin. Hein? Je lui ai dit, mais moi j'ai eu ça jusqu'en 1998 à la maison. En bakélite. Enfin non, en plastoc. Pseudo-bakélite. Avant c'était de la bakélite. Ouais, j'en ai un. Donc, si vous voulez, on s'est tellement trompé. C'est complexe comme sujet. On avait pensé, par exemple, que jamais le smartphone ne se développerait dans les pays pauvres. Ah oui, c'est la première chose. Alors que c'est ce qui se passe en premier. C'est-à-dire, moi je me souviens m'être agacé devant quelqu'un qui était allé au camp de migrants de Grande-Sainte, là, avant qu'il ne brûle, et qui était choqué parce qu'effectivement il y avait des gens qui étaient dans des situations de dénuement extrêmement forts. Et quand vous rentriez au camp de Grande-Sainte, la première chose que vous aviez en face de vous, c'était des structures sous une vieille grange. Vous aviez des générateurs avec des dizaines de smartphones qui étaient en train de se recharger. Et les personnes disant, mais ils n'ont rien, ils ont un smartphone. Mais oui, mais tout simplement parce que pour eux, c'est un capital formidable, parce que le smartphone, c'est le lien avec la famille, c'est le lien avec le migrant à Londres, c'est le lien avec le passeur. Comment tu crois qu'ils vont passer autrement? Vous voyez, on s'est complètement gouré. Alors, cela étant, je réponds. Je crois une chose, c'est que ce n'est pas parce qu'on s'est trompé qu'il faut renoncer à la réflexion prospective. Je pense même qu'il faut relancer la réflexion prospective. Pas la futurologie, mais plutôt travailler des scénarios. Aller du côté de ce que les anglophones appellent le what if story, hein, c'est-à-dire le et si. C'est-à-dire plutôt essayer de réfléchir à des fictions vraisemblables avec des groupes d'utilisateurs. Et si? Et on peut le faire à toutes les échelles. Tiens, et si la Société du Grand Paris avait décidé de ne pas travailler en créant des nouvelles gares, mais en renforçant les lignes existantes? Vous voyez, faire du et si. On va se livrer à ça à Lyon dans quelques semaines, dans le cadre d'une structure dont je m'occupe, avec un spécialiste de ces et si, où on va essayer de réfléchir à la ville de Lyon sous 1,50 m d'eau, comme dans les crues de 1850. Et si? Vous me direz, ouais, mais tout ça, c'est du flan. Oui, mais sauf que Houston s'est retrouvé l'année dernière sous 1,50 m d'eau.
C'était pas Châteauroux ou Vierzon, une bourgade de 5000 habitants. C'était la capitale économique du Texas. Sauf que après un ouragan, juste après Katrina, New York s'est retrouvé pendant 5 jours en dessous de la 40e rue, sans eau et sans électricité. Voilà, le what if. Et si cela arrivait? Que ferions-nous? Tenez, qu'est-ce qu'on ferait, nous, en France, si, comme à Tokyo, à la suite du tremblement de terre du 11 mars, de mars 2011, pendant toute la nuit, toute la journée, toute la nuit, aucun réseau de transport en commun ne pouvait circuler en raison des coupures d'électricité. Il y a eu des millions de Tokyoïtes qui ont été bloqués à l'échelle du Grand Tokyo, hein, des 27 millions d'habitants. Il y a eu des millions de Tokyoïtes qui ont été bloqués dans la rue pendant plusieurs heures. Qu'est-ce qui se passerait si nous, on faisait ça? Vous voyez? Travailler sur la prospective comme activité fictionnelle collective. Créer des fictions. C'est d'ailleurs très intéressant parce que la fiction redevient aujourd'hui à la fois un outil d'intelligibilité du monde et un outil de travail collectif. Faire de la fiction plutôt que d'essayer de produire du consensus. C'est très intéressant de travailler sur la fiction, hein, de ce point de vue-là, parce que c'est un outil à la fois souple, extrêmement puissant, qui peut passer par des voies très différentes. Vous pouvez fictionner en écrivant, en dessinant, en faisant du webdoc, en faisant de l'informatique, en créant du jeu. Travailler sur la fiction, ça j'y crois beaucoup. Deuxième chose, vous avez dit quelque chose, enfin je l'ai compris comme ça, si je l'ai mal compris, vous me corrigez, mais moi qui me paraît très important, que je traduirais de cette façon-là, il faut que les grands acteurs sociaux admettent que les sociétés aujourd'hui sont multicouches, multivitesses, multiculturelles. Ça veut dire que moi, je ne suis pas pour qu'il n'existe plus de grandes institutions, de grands opérateurs, de grands processus formalisés, de grandes technologies, de grandes ingénieries. Moi, ça me va très bien. Quand je prends l'avion, je préfère que le pilote ait été formé aux bonnes ingénieries du pilotage. Hein. Je préfère. Je préfère que l'équipement soit à niveau. Mais il faut admettre que les sociétés ne peuvent plus être gérées, organisées, pensées, régulées de façon unidimensionnelle. Il faut admettre des bulles d'espace et de temps qui fonctionnent avec d'autres modalités. Dans mon livre Hyperlieu, j'ai beaucoup étudié les mouvements d'occupation de place publique ou de ZAD. Je ne suis pas particulièrement zélateur des ZAD ou fanatique de ce qu'on y voit, mais ça m'intéresse en tant que bulle d'espace-temps dotée de logique spécifique. Moi, je serai le président de la République, à Dieu ne vous plaise, je dirais, bon, très bien, Notre-Dame-des-Landes, on ne le fait pas. De toute façon, on va payer Vinci, eux, dans toutes les circonstances, ils gagnaient, donc ils vont gagner. Ok, c'est pas la première fois, on ne le fait pas, et on n'évacue pas la ZAD. On le laisse comme espace d'expérimentation. Et on dit, ben voilà, en revanche, on vous laisse 4 ans, et dans 4 ans, on fait le bilan collectif et on voit ce que ça donne. Est-ce qu'on est capable de se créer des espaces d'expérimentation aujourd'hui dans les grands réseaux de transport? Est-ce qu'on est capable de le faire? Est-ce qu'on est capable de faire exister d'autres manières de concevoir la mobilité? Est-ce qu'on est capable de faire exister d'autres manières de la réguler? Est-ce qu'on est capable de faire coexister EDF et le type qui produit son énergie tout seul et qui veut la vendre à ses voisins? Est-ce qu'on est capable de faire exister le céréaliculteur de la Beauce et celui des Monts du Lyonnais qui veut produire en circuit court? Sans jugement moral. Moi, je n'ai pas de jugement moral, je vous l'ai dit, le céréaliculteur de la Beauce, il fait son boulot bien, ça ne me dérange pas qu'il le fasse à partir du moment où je sais ce qu'il fait. Parce que dans l'individualisation, il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est la nécessité de comprendre ce qui se passe. Ce qui est insupportable pour beaucoup d'individus aujourd'hui, ce n'est pas que les gens agissent, c'est qu'on ne comprenne pas pourquoi ils agissent. C'est qu'on ne comprend pas les logiques et il n'y a pas de restitution de compte, il n'y a pas de reddition de compte. Vous voyez, même Monsanto, à la limite, est du glyphosate. Ok, pourquoi pas l'utiliser? Mais où est la reddition de compte? À quel moment on fait un arrêt et on fait la balance coût-bénéfice et on en discute collectivement?
Ce qui est unfair, ce n'est pas tellement que Monsanto veuille faire son travail, c'est qu'il n'accepte jamais les moments de reddition de comptes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour vous répondre, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais ce dont je suis sûr, c'est que si on n'est pas capable de comprendre ce processus d'urbanisation, de mobilité comme culture, d'individualisation, d'expérience et d'articulation dans l'expérience de tout ce que j'ai dit, alors là, on va aller vers des sociétés de plus en plus polémogènes. Merci beaucoup. Merci Michel. Merci à vous. Merci. Eh bien, bon courage, hein. Ah oui.